Hey, hey, hey. Surtout Espoir dessus. C'est le nom désormais d'Alpha Condé, parce que Alpha Condé, c'est un opposant historique auquel peut-être les gens avec un optimisme mesuré avaient, avaient cru. On aurait pu croire, bien sûr, que ce premier président élu démocratiquement, dit-on, n'est-ce pas, pourrait apporter un vent de changement. Hélas, nous sommes aujourd'hui en face de constater un échec, et pas n'importe lequel, un échec à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan économique, mais un échec d'abord qui se dit un échec humain. Parce que le sous-développement, c'est d'abord cette incapacité à relever justement ce défi de l'humanité, ce défi qui consiste à offrir à l'homme que nous sommes un cadre politique et social qui puisse favoriser l'épanouissement du genre humain. Alors, pour expliquer aujourd'hui cet échec qu'est Alpha Condé, cette désillusion vraiment avec Alpha Condé, il faut aussi, au-delà de la critique du pouvoir, de la personne, essayer d'avoir une lecture de la culture politique guinéenne, c'est-à-dire de Sékou Touré des années 60 jusqu'en 2020, enfin jusqu'à Alpha Condé. Donc, un questionnement sur la manière dont est représenté le politique en Guinée, c'est-à-dire sur la manière dont les Guinéens ont conçu l'organisation de leur rapport de société, le rapport du pouvoir, et surtout essayer de questionner la manière dont on se représente donc l'exercice de la fonction du politique comme tel. De quelle manière les responsables politiques se représentent l'exercice de leur fonction. Qu'est-ce qu'ils entendent par responsabilité? Et là, on constate tout de suite que depuis Sékou Touré, il y a une forme de constante, c'est-à-dire que les individus, l'alternance des individus n'a pas conduit à une métamorphose des changements du système politique. C'est une erreur fondamentale de croire que le système politique guinéen ait changé. Évidemment que nous ne sommes plus dans le totalitarisme de Sékou Touré, qu'il y a ce que Jean-François Bayard a pu appeler une décompression autoritaire du pouvoir. Évidemment qu'aujourd'hui les gens manifestent, et heureusement, évidemment que Alpha Condé n'est pas Sékou Touré, c'est abusif de faire de telles comparaisons. Mais le système politique, dans ce qu'il offre comme manière de gouverner, qui est autoritaire, cela reste. Le système politique, dans ce qu'il offre comme interprétation de la responsabilité au service d'un intérêt personnel, demeure. Ça, c'est une constance comme telle de la culture politique guinéenne. Et surtout, une représentation communautaire du politique aussi demeure. Là aussi, c'est une constance de la culture politique guinéenne dans le sens où ce sont des pratiques qui sont encore demeurées inébranlables. Et surtout, ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est ce que j'appelle souvent cette extraordinaire fluidité de l'espace politique en Guinée, mais aussi en Afrique de manière générale. C'est-à-dire que l'opposant devient le porte-étendard de la justice, de l'égalité et du bien commun, mais une fois la prise de fonction, une fois donc l'exercice du pouvoir, une fois donc un acte, donc chef de l'État, comme on dit, n'est-ce pas, cet opposant, comme par effet de magie, je ne sais pas trop, n'est-ce pas, devient l'ennemi même de la justice, des idéaux qu'il a en fait toujours défendus. Donc, comment expliquer cette reconversion? Comment expliquer cette contradiction, si ce n'est par justement la manière dont la culture politique devient, si vous voulez, ce néo-patrimonialisme ou cette interprétation de la responsabilité comme enrichissement personnel, donc au fond comme déresponsabilisation sociale, c'est-à-dire répondre à sa fonction en se déresponsabilisant. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Guinée. Donc l'autoritarisme, en fait, dans la culture politique guinéenne, est très contagieuse. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de savoir, comment des personnes comme Alpha Condé, qui sont passées d'une défense de la justice, sont devenues quasiment des ennemis jurés de la justice et de l'égalité. Ce qui est absolument effarant en Afrique et en Guinée de façon particulière, c'est qu'en général, on essaye de parer les concepts de justice, d'égalité, de tous les beaux mots, alors qu'en réalité, c'est une autre chose. Donc, il y a une surexploitation des concepts normatifs, mais dans un sens qui vise simplement à de l'enfumage. Mais il est fondamental que les Guinéens aujourd'hui se ressaisissent et instruisent la culture politique guinéenne, de sorte à savoir quels sont les déterminants qui rendent contagieux l'autoritarisme. Ça fait partie de cette interrogation de soi à laquelle les intellectuels, d'ailleurs africains, appellent, que même la littérature africaine postcoloniale a déjà mis en évidence. Pensez à Soni Laboutansi, ce grand chef-d'œuvre qui est La vie et demie, où Soni Laboutansi fait le constat terrible d'un échec des indépendances qui a donné lieu à ce qu'il appelle les États carnassiers, les États qui ont fait de la démocratie, qui ont pari de la démocratie de tous les noms, alors qu'en fait, ces démocraties étaient que barbarie, ou n'est-ce pas, les individus, au lieu de bénéficier d'un cadre commun, au respect de leur humanité,
ont plutôt bénéficié, n'est-ce pas, d'un cadre qui déshumanise, qui favorise, si vous voulez, n'est-ce pas, la dégradation continuelle de l'homme de couleur noire. Il n'y a jamais eu en Guinée de mécanisme efficace de contrôle des ressources minières, de l'exploitation des ressources minières. Il n'y a jamais eu vraiment de mécanisme d'imputabilité qui essaie de rendre responsable justement par rapport aux recettes issues de l'exploitation des ressources minières. Il y a toujours eu des réformes du code minier pour peut-être produire ce qu'on pourrait appeler une esthétique, parce qu'en fait, dans le fond, rien ne change. Mais justement, en Afrique, c'est ça la perversion des mots, comme réforme, comme état de droit ou comme démocratie. On met toujours en avant ces concepts, mais en réalité, qui cachent des dynamiques qui sont toujours là, qui sont toujours pérennes, à savoir de la corruption, à savoir de l'instrumentalisation, à savoir une confiscation justement des profits des ressources naturelles au service des biens personnels. La question qui se pose, c'est comment l'augmentation des recettes de l'État ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Cette croissance qui appauvrit, il faudrait aussi un jour que nos États nous éclaircissent sur ce point-là. Car en général, la croissance est destinée à quelque part, ne peut-être pas enrichir tout le monde, mais à changer le paysage politique et socio-économique d'une nation. Mais là, ce qu'on remarque, on nous parle beaucoup d'émergence, on parle beaucoup de croissance de l'industrie, on parle beaucoup de recettes qui augmentent, mais finalement, la misère, elle, constitue, si vous voulez, le miroir même de la société guinéenne, de plus en plus misérable. En témoigne encore ce désir insatiable de quitter la Guinée, de quitter l'Afrique en général, de la part des jeunes. Comment expliquer aujourd'hui ces migrants qui sont humiliés, n'est-ce pas, à travers le monde, ces camps où souvent les Africains sont mis parce que justement ils fuient l'Afrique. Donc, comment parler d'exploitation minière, de ressources, alors que prolifère au grand jour une misère extrême en Guinée? Je ne pense pas non plus qu'il faudrait toujours accuser les compagnies minières étrangères. Et ça, je reviens un peu sur certaines catégories de ma thèse doctorale. Il faut distinguer la façon dont les industries minières profitent tout à l'heure de ce qu'on a appelé ce marché de la pauvreté, et surtout aussi voir de quelle manière, à l'interne, la structure politique interne sollicite justement ces industries minières. Si on oublie ce que j'appelle souvent cette dialectique de la misère, cette dialectique, si vous voulez, des inégalités, on sera toujours porté à taper sur l'Occident, à taper sur les industries minières, mais à oublier en fait que le problème de base, c'est un désordre intérieur, une incapacité à l'interne de se doter des mécanismes qui fondent l'action politique sur des principes raisonnables. C'est cette donc incapacité à penser ce qu'on pourrait appeler le politique qui fait en sorte que l'Afrique, en l'occurrence la Guinée, est une aubaine pour les compagnies minières qui font ce qu'elles veulent. Pourquoi vous estimez qu'au Canada, ici par exemple, dans des provinces riches en ressources naturelles, comme le Québec, des compagnies chinoises ne font pas ce qu'elles veulent? C'est parce qu'il y a des mécanismes de vérification et de contrôle. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, malgré que la corruption est transfrontalière, la corruption n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de genre, mais qu'en Guinée ou en Afrique en général, les compagnies étrangères font ce qu'elles veulent. Dans ce texte que vous citez sur Wati, je dis que le renouveau de l'Afrique sera politique ou pas, c'est que actuellement, lorsqu'on analyse les réponses offertes par les pays africains à la crise liée au coronavirus, il y a beaucoup d'élan pour la perspective économique, d'ailleurs qui part des intellectuels, des économistes comme au Togo, qui proposent des solutions économiques très pertinentes et intéressantes par ailleurs. Comme je discuté, l'ancien président du Bénin, Yabouni, qui dans une tribune au Monde propose également des solutions nature économique de cette équipe de doués mise en place par l'Union africaine, dirigée par Tidjane Thiam, également des solutions économiques. On pense beaucoup à la dette actuellement africaine. Donc, il me paraît essentiel de dire que ces solutions économiques, ce point de vue économique qui est en train de dominer les luttes actuelles sur le Covid-19, bien qu'elles soient pertinentes, ne seront pas efficaces tant aussi longtemps que l'Afrique n'a pas réglé le mal fondamental qui est lié au fait que la majorité des sociétés africaines sont justement des sociétés apolitiques. C'est des sociétés où justement la question du politique, dans ce qu'elle a de plus essentiel,
n'a pas encore été pensé. Or, le politique, c'est quoi? Le politique, ça n'est pas d'abord la gouvernance. Ça n'est pas d'abord, si vous voulez, l'exercice du pouvoir. Donc, la gouvernementabilité, pour reprendre un terme foucaldien, le politique, c'est d'abord lié au fait que des humains existent sur un territoire et qu'il y a donc, par cette coexistence, une existence commune à laquelle ils doivent se soucier. C'est-à-dire que nous partageons une forme d'existence commune que nous devons organiser. Donc, le politique, c'est d'abord une interrogation, si vous voulez, sur la possibilité même de l'existence. Comment rendre possible une existence humaine sur un espace géographique? Donc, de cette grande question politique, d'ailleurs, c'est ce que Hannah Arendt dans la question qu'est-ce que la politique, c'est ce que Platon dans la République, le politique de Platon également, Aristote dans les politiques, toute la tradition d'ailleurs philosophique occidentale essaye de mettre en évidence. Donc, la question de l'organisation des interactions humaines, la question de la possibilité de la vie commune, de comment penser une existence commune, comment vivre en société au fond, c'est cette question qui renvoie à l'idée comme telle du politique. Et en Afrique, je dirais plus l'Afrique précoloniale, vous voyez, l'Afrique précoloniale me semble avait cette intelligence du politique que l'Afrique postcoloniale n'a pas. Et ce n'est pas de nourrir ici un romantisme sur l'Afrique précoloniale, parce qu'il y avait aussi de la barbarie, il y avait aussi de l'autoritarisme, comme d'ailleurs le roman de Yambo Leguel, Le devoir de violence, nous a rappelé. Mais quand même, l'Afrique précoloniale, dans les monarchies constitutionnelles africaines, c'est ce que Kizerbo essaie de montrer, les historiens comme Djibril Transignan, sur les empires africains précoloniaux, c'est de montrer qu'il y avait un principe qui organisait la vie commune, qui était la tradition. L'Afrique précoloniale, si vous voulez, avait pensé, malgré ses inégalités, malgré une conception déterministe de l'homme qui renvoyait l'homme à un statut particulier, un statut d'esclave, un statut de libre, un statut de dignitaire. Donc, malgré tous ces lignées, l'Afrique précoloniale avait au moins une intelligence qui est d'organiser le rapport entre les humains et surtout de penser à un principe d'organiser ce rapport qui était la tradition. Ça, c'est un privilège qu'il faut reconnaître à l'Afrique précoloniale qui nous conduit à penser que la question du politique n'a jamais été absente dans l'Afrique considérée dans le temps. Or, ce à quoi on assiste depuis le colonialisme, depuis la fin des indépendances, c'est justement une négation du politique. C'est-à-dire que le traumatisme qui a causé l'esclavage et la colonisation n'a pas été des facteurs décisifs, des facteurs productifs, n'est-ce pas, d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle pensée sur quelle réponse apporter à ces siècles d'humiliation, à ces siècles, n'est-ce pas, de négation de l'homme de couleur noire. La réponse qui a été apportée après les indépendances, c'est bien sûr la dictature, l'autoritarisme. Donc, si vous voulez, un oubli de toute la question de savoir comment repartir, quelle forme donner à des sociétés portées par un traumatisme historique qui plus est lourd. Donc, l'Afrique post-coloniale, à travers les romans, les écrivains d'ailleurs ont été les premiers à le noter, s'est distinguée par cette absence d'interrogation. Et c'est même remarquable de voir, en tout cas, remarquable, c'est trop dire, de voir de quelle manière des intellectuels africains eux-mêmes, qui ont été les premiers combattants contre le colonialisme, les Senghor, comment cet oubli du politique est caractéristique même de l'œuvre dans le poste d'un Senghor. Je sais que ce que je dis est discutable, mais justement, je le dis pour qu'on discute. Je pense qu'il faut revenir à cette question fondamentale. Comment voulons-nous vivre ensemble? Quelle société voulons-nous? Quelle image de nous-mêmes voulons-nous entretenir? Est-ce normal qu'après des siècles d'esclavage, des siècles du colonialisme, est-ce normal que les réponses africaines à la question de la vie commune aient été l'arbitraire, aient été l'autoritarisme, aient été la dictature, aient été aujourd'hui, par exemple, la fuite des cerveaux? Est-ce normal que ces réponses à comment vivre ensemble aient pris la forme d'un déni de soi amplifié cette fois-ci par les Africains eux-mêmes? C'est-à-dire que nous portons un traumatisme, nous portons une trace telle que nous sommes condamnés, pour reprendre encore Sonny Laboutanzi, nous sommes condamnés à donner des réponses plus efficaces, plus raisonnables, des réponses plus progressistes à la question de la vie commune en Afrique. Mais cette question ne s'est pas posée. Nous avons cru que la lutte contre le colonialisme devait simplement rester un idéal de libération. Or, il était difficile de penser comment incarner sur le plan institutionnel, sur le plan politique, l'idée de la libération. Et je pense même là-dessus aussi que parce que l'Afrique a nourri une image d'elle-même qui a porté à croire que la lutte contre le colonialisme suffisait pour fonder la vie commune, parce qu'on s'est enfermé dans cette illusion, me semble-t-il, et on était incapable de penser comme tel la question du politique, qui me semble nécessaire si on veut aujourd'hui que la lutte contre le Covid-19 puisse donner l'avènement à une Afrique nouvelle. Donc, pour terminer, penser le politique, c'est prendre la question de la vie commune au sérieux,
Et qui dit prendre la question de la vie commune au sérieux, c'est justement de poser toutes les questions normatives, de la justice, de l'égalité, des rapports de pouvoir entre les gens, et surtout sur quels principes normatifs fonder l'action des hommes, d'une société, et l'action surtout des hommes politiques. Donc, sans l'organisation de la vie commune qui détermine des mesures institutionnelles et des mesures, si vous voulez, normatives, je ne vois pas de quelle manière la lutte contre le Covid-19 aujourd'hui peut favoriser ce renouveau auquel aujourd'hui beaucoup d'Africains appellent. Il faut-il le rappeler pour terminer que je ne dis pas que cette organisation de la vie politique, cette réflexion philosophique sur le politique doit s'inspirer de ce qui se passe en Occident. La politique n'a pas qu'une seule déclinaison. La Chine, aujourd'hui, ce n'est pas un régime démocratique, loin de là. Mais la Chine a une structure organisationnelle, a une manière d'organiser la société de sorte que, au moins sur le plan économique et scientifique, nous assistons à des avancées et même à ce qu'il faudrait appeler, avec beaucoup de prudence, des progrès. Donc, il reste l'idée d'organiser le politique, soit au nom d'un idéal de puissance, comme celui de la Chine, ou d'un idéal normatif et de puissance, comme celui de la démocratie libérale, me semble incontournable si l'Afrique veut sortir de ce statut qui consiste éternellement à être à la remorque, comme tel de l'humanité. Mais je pense qu'on peut dire que la lutte contre le colonialisme a montré que l'aspiration à la liberté et à la justice, à l'égalité, sont des aspirations universelles. Et d'ailleurs, c'est ce que essaie d'expliquer le prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui est l'auteur des Capabilités, explique vraiment que ces aspirations à la démocratie, à l'égalité, ne doivent pas être pensées comme des aspirations externes. C'est des aspirations qui sont propres à chaque peuple. Chaque personne, qu'elle soit noire, blanche ou je ne sais trop, aspire à ne pas être dominée. Donc, l'idéal de la non-domination est une caractéristique commune à l'humanité. Donc là, un des aspects forts des indépendances, c'est que les Africains ont pu incarner à travers des œuvres littéraires, à travers des œuvres artistiques, à travers un mouvement politique, penser au panafricanisme. Donc, il y a un premier plan où on peut dire quand même que l'indépendance a été, sur le plan intellectuel en tout cas, sur le plan intellectuel a été une réussite dans le sens où elle a montré quelque chose comme une aspiration de l'esprit, une aspiration de l'humain, à ces valeurs nobles que sont la justice, l'égalité et le droit comme tel. Mais dans le cas de l'Afrique, et là-dessus c'est encore peut-être répété que de dire que la désillusion, n'est-ce pas, n'a pas tardé. On constate déjà, lorsqu'on lit un peu la littérature post-coloniale, et c'est fascinant de constater que ce sont les écrivains d'ailleurs, Nkrumah, Atieno Nembo, Asomugha Tansi, Aminata Sofa, Henri Lopez, à bien d'autres, à ces gens-là qui ont apporté, si vous voulez, les premières accusations sur la perversion de l'État post-colonial et surtout de la manière dont les Africains, dont les responsables africains se sont réappropriés les outils comme tel de gouvernance coloniale dans une négation, au fond, des aspirations qui ont porté à l'indépendance, entre autres la justice et l'égalité. Donc, il y a eu une perversion de l'idéal des indépendances. On a désorienté le mouvement des indépendances. On a refusé de traduire politiquement l'idéal du combat anticolonialisme. On a refusé de le traduire politiquement, d'où l'épanouissement des régimes autoritaires, en tout cas des dictatures, dans une grande majorité des pays d'Afrique après les indépendances. Bien qu'il est arrivé des moments comme dans les années 90, où un certain espoir était là, un espoir de voir l'Afrique se démocratiser. Mais on peut dire que des années 60, en passant par les années 90 jusqu'aux années 2000, on constate quand même qu'il y a une interaction entre le système international et les politiques au niveau national qui ont confisqué l'avenir démocratique de l'Afrique comme tel. Et cela est dû fondamentalement aux facteurs internes. Il faut questionner la manière dont on a désorienté l'idéal des indépendances. Il faut questionner la manière dont les intellectuels n'ont pas pris en considération toute la problématique éthique de la vie commune. On n'a pas posé, si vous voulez, des questions sur la légitimité de l'État, sur la question du fondement du pouvoir politique. C'est cette absence, si vous voulez, d'une pensée fondamentale du politique qu'il faudrait aussi prendre en considération, bien qu'on retrouve dans des romans ou dans des travaux en sociologie ou même en histoire quelques éléments sur la question de la vie commune. Et effectivement, les gens ont raison de dire que ce désir de quitter l'Afrique, c'est la preuve d'un échec comme tel du développement de l'Afrique. Ce désir insatiable aujourd'hui est présent même au niveau de la classe bourgeoise. Je veux dire, où aujourd'hui, par exemple, les dirigeants africains se soignent, n'est-ce pas, en Occident. C'est quand même remarquable de le constater. Omar Bongo, si ma mémoire est bonne, est décédé en Espagne. Si on est incapable soi-même de porter un projet de développement de sorte au moins à se doter d'un hôpital où se soigner, que dire alors de sa jeunesse? Donc moi, je dirais plus qu'au-delà d'un échec de développement, il y a un échec d'humanisme. Il y a un échec d'humanisme
Et là-dessus, la question risque d'être terrible. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui porter un regard sur soi qui va jusque même à questionner le potentiel humain, le potentiel humaniste de la culture africaine. Alors là, je sais que je touche à un sujet assez volcanique, parce qu'on nourrit en général l'idée d'une Afrique solidaire, où les valeurs de solidarité et d'humanité courent les rues. Je ne suis pas contre cette lecture de la culture africaine, mais il faudrait questionner comment s'explique que ce potentiel alors humaniste n'est pas reçu de traduction politique, alors justement qu'en Occident, on a beau critiquer l'individualisme libéral, l'universalisme moderne, mais on constate quand même que cette conception du sujet comme maître de l'humain, comme souverain, qui a donné naissance aujourd'hui aux institutions démocratiques. Bien que l'individualisme est critiquable de certains aspects, mais on constate quand même qu'il a des effets politiques réels, ce qui d'ailleurs explique qu'aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on appelle des vagues de migrants vont chercher non pas la Chine ou la Russie, mais vont chercher à rejoindre des pays démocratiques comme le Canada, la France ou les États-Unis ou l'Angleterre. Donc, il faut pour l'Afrique aujourd'hui non pas se placer dans une situation de ce qu'on appelle souvent le viol de l'imaginaire et qu'on sort, non pas simplement perpétuellement remettre en question le rapport à l'Occident, mais il faudra aussi que nous remettions en question le rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons pu faire pour nous-mêmes, à nous-mêmes? Je veux dire, qu'est-ce que nous avons pu, quel espoir l'Africain a apporté à l'Africain? C'est-à-dire de quelle manière aujourd'hui ces valeurs culturelles, ces valeurs dites humanistes en Afrique peuvent se traduire sur le plan politique. Et là, je pense que la responsabilité n'est pas simplement pour les politiciens, mais aussi pour les hommes de culture, pour aussi les Africains eux-mêmes. Toute cette interrogation, me semble, participe de ce bilan qu'il faut faire des indépendances. Ce n'est pas juste dire que les indépendances ont été un échec, mais en réalité, qu'est-ce qui a été un échec? C'est l'incapacité à penser l'humain, c'est l'incapacité à dire l'homme, à dire sa dignité, c'est l'incapacité à incarner sa liberté. Voici précisément le nom de l'échec des indépendances. C'est pas juste dire que les indépendances nous ont été volées. C'est pourquoi j'estime aujourd'hui qu'il faut sortir d'une pensée qui ne cesse de penser l'Afrique dans sa relation au monde. Je ne nie pas que l'Afrique a toujours été connectée, mais il est important de penser l'Afrique par l'Afrique, à travers l'Afrique. Donc, cette perspective afrocentriste me paraît nécessaire pour au moins, entre Africains, n'est-ce pas, saisir quels sont les motifs internes du blocage, quels sont les facteurs culturels, quels sont les déterminants qui empêchent à ce que sur le plan politique se traduisent les valeurs de la solidarité, et se traduisent les valeurs, n'est-ce pas, humanistes. Et il faut donc penser le rapport du politique et du culturel, le rapport du politique et du social, pour mieux saisir ces dynamiques comme telles qui sont à l'œuvre. C'est toute la question de la malédiction des ressources. La RDC et la Guinée, et pas seulement deux pays, beaucoup de pays africains, pensez même à l'Algérie avec le pétrole. Je veux dire, c'est la malédiction des ressources. Mais là encore, il faudrait que la perspective soit encore élargie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste examiner ce phénomène-là sur une considération simplement de la mauvaise gestion ou de la mauvaise gouvernance. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a mauvaise gestion? Toute la question, évidemment, on ne cesse de revenir, c'est toute la question de ce qui oriente l'action de nos hommes politiques. Qu'est-ce qui fonde l'action de nos hommes politiques? Comment agissent nos hommes politiques? Quelles sont les finalités que se donnent nos hommes politiques? Oui, donc, c'est par-delà la question de la mauvaise gouvernance, il faut questionner la fondation même, le substrat même de l'agir politique. Toute une réflexion sur l'agir politique qu'il faut ici mener. Et on constate également que dans la grande majorité des pays africains, l'action politique n'est pas fondée par un cadre commun contraignant. Donc, l'action politique n'est pas régie par des contraintes collectives et surtout échappe à des sanctions lorsque le sujet se commet à des actes qui sont graves, de l'ordre de la corruption, de l'ordre même du crime. Parce qu'il faut bien dire que la malédiction des ressources a beau impliquer des sociétés minières occidentales, c'est d'abord une malédiction politique. Donc, on reviendra encore, c'est une malédiction même, par-delà encore le politique, une malédiction spirituelle. Et spirituelle, je n'entends pas simplement une vision religieuse. Spirituelle dans le sens où c'est une malédiction dans l'incapacité à penser une action politique capable de déterminer un développement humain d'abord. Parce que le développement, ce n'est pas d'abord une question simplement d'assembler des ressources. Le développement, c'est aussi une vision. Prenez les grands empires africains, il y avait des visions, bien que je reconnais la part d'autoritarisme qui revient à l'époque précoloniale. Prenez la Chine, je n'encense pas la Chine, loin de là, mais il y a une vision. L'action est portée par des principes qui guident
vers une perspective nationale. En Afrique, c'est ce qui manque. Ou si vous voulez, dans la grande majorité des pays africains, c'est cette incapacité à se donner un agir qui va dans le sens de développer, d'extraire les richesses et ensuite d'avoir un retour sur la société de ce développement. Donc, l'agir comme tel ne permet pas de lier l'État, les individus et la société. Donc, cette déconnexion entre ces trois structures fait en sorte que finalement, les ressources naturelles ne profitent pas du tout aux populations. Actuellement, avec le Covid-19, les gens prennent conscience jusqu'où l'État social, l'intervention de l'État, un filet social est nécessaire pour la vie humaine. Donc, il ne faut pas cesser de le dire que le politique, c'est d'abord une question de vie, comment rendre possible la vie. Et surtout, c'est comment rendre possible l'humanité. L'humanité d'un individu n'est possible qu'à l'intérieur d'une société. Or, cette humanité ne peut se réaliser comme telle, ne peut être effective que lorsque la société se donne un cadre commun qui oriente, qui guide les actions des humains. Donc, il faut réfléchir par-delà la mauvaise gouvernance à la question de l'agir politique. Et là encore, on peut solliciter nos experts africains qui pensent la question des mines. Il y a des beaux travaux là-dessus, qui pensent toute la question de mettre en place des mécanismes qui gèrent de manière efficace, parce que le problème, ce n'est pas seulement l'existence de mécanismes. En Guinée, par exemple, vous avez beaucoup de mécanismes, l'ANIES, vous avez le FODEL, vous avez beaucoup de mécanismes qui essayent de réorienter, si vous voulez, les ressources issues de l'exploitation minière aux populations. Mais pourquoi il y a un détournement de ces ressources? C'est à ce niveau-là aussi qu'il faut penser la possibilité de mécanismes qui soient effectifs, qui justement essayent de limiter l'arbitraire des humains. Une société où il n'y a pas de limite, une société où la volonté humaine se déploie sans limite, où la subjectivité comme telle n'est pas encadrée, eh bien, cette société ne peut pas prospérer. C'est pourquoi j'estime qu'il est temps, peut-être que le Covid-19 nous donne l'occasion de rentrer en Afrique dans ce qu'on pourrait appeler une condition politique, dans ce que les philosophes ont appelé, n'est-ce pas, un état social, comme si en Afrique nous sommes encore dans un état de nature, où finalement c'est la source de folie de la volonté, pour reprendre Achille Mbembe, qui organise, n'est-ce pas, cette folie de la volonté qui organise l'espace commun. Vous ne pouvez pas, dans un espace commun, ne pas organiser la liberté de manière à ce qu'elle soit soumise à des contraintes. L'avantage d'avoir un système de contraintes, c'est aussi la possibilité de contrôler la manière dont s'exploite et se gère le bien commun. Donc, pour sortir de la malédiction des richesses, il faut d'abord sortir de cette malédiction spirituelle et donc de cette malédiction humaine qui consiste simplement à ne pas honorer le sens de la dignité humaine et à ne pas relever, si vous voulez, le défi de la justice. Le travail de l'intellectuel, c'est ne pas simplement être, si vous voulez, dans une attitude de réflexion théorique. Il faudrait savoir comment cette réflexion puisse s'incarner dans le réel, dans un sens, en ce qui concerne l'Afrique, dans un sens qui favorise l'émancipation politique des peuples. Ça, je pense, c'est un travail énorme. Donc, comment avoir une pensée émancipatrice, une pensée qui influence les politiques. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, à engager le débat avec les hommes politiques. Ça n'est plus simplement un débat intellectuel qu'il faut aller sur l'arène, si vous voulez, politique pour forcer le débat avec nos politiciens. Il faut les amener à discuter des thèses. Il faut les amener à questionner la manière dont ils gèrent leur pays et la manière dont ils se gèrent eux-mêmes. Donc, le travail de l'intellectuel aujourd'hui, je pense en Afrique, c'est justement d'avoir cette attitude qui consiste, comme j'aime m'inspirer de Nietzsche, philosophe allemand, de penser l'Afrique au marteau. L'intellectuel aujourd'hui, c'est celui qui vraiment affronte l'Afrique avec le marteau et qui va prendre l'Africain, n'est-ce pas, droit dans les yeux et essayer de poser des questions qui peuvent être dérangeantes, des questions qui peuvent être de l'ordre de la subversion. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui remettre en question, par exemple, notre rapport à notre culture, notre rapport à nous-mêmes. Il faut même aujourd'hui remettre notre rapport au monde. Parce que la meilleure manière de se relier au monde de façon responsable, c'est d'abord à l'intérieur même être responsable. C'est pourquoi l'idée de penser l'Afrique à partir des problèmes du monde me paraît précoce. Elle viendra plus tard. Je ne suis pas contre le concept d'Afrique-monde que les ateliers de la pensée ont généralisé, mais je pense que dans le stade où nous sommes actuellement, cette pensée d'Afrique-monde risque de diluer les problèmes de l'Afrique dans le tout-monde, pour reprendre ici glissant, leur glissant.
Donc, il me semble nécessaire aujourd'hui de revendiquer encore une étude phénoménologique, de mettre le monde en retrait, ouais, le moment de voir clairement ce qui ne va pas, bien que certains ont déjà élaboré là-dessus. Donc, la tâche aujourd'hui, me semble-t-il, de l'intellectuel africain, c'est d'être dans une tâche résolument critique, dans une tâche résolument subversive qui consiste à, si vous voulez, tout renverser. Tout renverser, pas dans le sens de détruire, mais bien sûr tout renverser pour mieux voir ce qui cache certains formalismes, pour mieux voir les logiques à l'interne qui constituent des blocages, malgré que l'on sait ce qu'il faut faire. N'y a-t-il pas de logique? N'y a-t-il pas des manières de penser, des manières d'être, des façons de nous regarder, des façons de nous penser qui nous empêchent encore de lever le voile sur le mal de l'Afrique, qui nous empêchent encore, n'est-ce pas, de nous extirper de l'humiliation, malgré déjà tout ce que l'homme de couleur noire ait pu subir. C'est quand même hallucinant de voir que les ventes d'esclaves en Libye n'ont pas réveillé, si vous voulez, une conscience politique incroyable. Donc, il devient d'abord urgent que l'intellectuel africain puisse saisir l'Afrique dans ce qu'elle a d'attrayant, mais aussi dans ce qu'elle a de problématique et de savoir penser ce problème à partir de l'Afrique et pour l'Afrique.